Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je m'excuse, nous avons commencé avec un petit peu de retard pour des raisons techniques. Je ne remercierai pas Microsoft sur le sujet qui a occasionné quelques soucis. Donc, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail. Et bienvenue dans cette webconférence qui est à la fois à destination des chefs d'entreprise ou des responsables RH et des élus de CSE. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader français de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique, une base documentaire comportant de nombreux modèles de documents, tous rédigés par une équipe de juristes. C'est également une équipe de juristes pour répondre à vos questions par email ou par téléphone. Enfin, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Carrel, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à Maître Carrel et nous allons y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes et nous essaierons de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions au cours de cette webconférence, des juristes de l'équipe Jury Travail sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers de notre site. Et vous pourrez poser vos questions via la fenêtre de chat à laquelle vous pouvez accéder via la barre de configuration qui doit apparaître soit en bas, soit sur le côté de votre écran via un bouton avec une petite main. Si vous avez besoin de conseils juridiques, nous allons vous transmettre les coordonnées de Maître Carrel via un affichage que j'essaye vainement de vous afficher pour le moment. J'y arriverai, je n'en doute pas. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et dernière précision, en cette période Covid, Maître Carrel et moi-même sommes dans des lieux radicalement différents. Et nous sommes seuls dans la pièce où nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez sans masque. Donc, vous nous avez fait parvenir beaucoup de questions pour cette conférence et nous vous en remercions. Toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, la mise en place du télétravail, les grands principes du télétravail, quelques modalités pratiques et enfin l'accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé très récemment. Donc, commençons par les premières questions que vous nous avez fait parvenir. Maître, toutes les entreprises et tous les postes sont-ils éligibles au télétravail? Existe-t-il des dispositions particulières concernant les administrations? Et existe-t-il des dispositions particulières concernant, par exemple, les contrats de professionnalisation ou les alternants? Alors, je vais commencer par les entreprises. Donc, il y a deux points, les entreprises et les salariés éligibles. Alors, oui, toutes les entreprises sont éligibles. Il n'y a pas de limite sur l'utilisation du télétravail. Il y a des particuliers pour la fonction publique, en effet, puisque ce ne sont pas régis par les mêmes dispositions. Vous avez un décret qui est paru le 11 février 2016 qui définit les règles spécifiques au télétravail de la fonction publique. Et notamment, j'ai noté quelques petites différences, je les évoque très très rapidement. On parle de télétravail régulier, élément qui a disparu dans le cadre du télétravail en droit privé.
C'est une demande qui est à l'initiative uniquement de l'agent et non pas de l'employeur. Et l'employeur ne peut absolument pas l'imposer et limiter à 1 an, renouvelable une fois. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout, il n'y a pas de limite de temps. Et les modalités de mise en œuvre ne sont pas tout à fait les mêmes et dépendent de la fonction publique de laquelle vous êtes. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais répondre, mais ultérieurement, parce que c'est vraiment, ça prendrait un peu de temps. Donc, sur les entreprises, aucune difficulté. Sur les postes, en soi, tous les salariés sont éligibles. On va avoir des limites. La première, c'est que la condition sine qua non pour mettre en place le télétravail, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Autrement dit, il faut se servir d'un ordinateur et d'un téléphone. Sinon, vous ne pouvez pas, c'est pas un poste qui serait éligible. De fait, ça exclut donc toutes les personnes qui travaillent en atelier, par exemple. Et deuxième point, il faut aussi que ce soit des travailleurs qui peuvent aussi travailler dans l'entreprise. C'est juste un choix de travailler à la fois chez soi ou dans un autre lieu que l'entreprise, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui exclut de fait toutes les personnes qui travaillent uniquement sur le terrain ou des personnes itinérantes ou encore les travailleurs à domicile, du coup, qui ne seront pas considérés comme des télétravailleurs au sens de la loi. Dernier point que vous avez évoqué, c'était les contrats de professionnalisation et apprentis. J'ajouterai les stagiaires parce que ça fait écho également. Alors, il n'y a aucune interdiction formelle au télétravail des contrats d'apprentissage, de stagiaires, d'apprentis. Contrats d'apprentissage et professionnalisation, ce sont des salariés. Donc, de fait, ils ont droit au télétravail. Il n'y a aucune difficulté. Je mettrai juste un bémol. C'est sur le lien avec le maître d'apprentissage. Il y a quand même un tuteur, il y a un suivi. Donc, il faut y faire attention. Moi-même, j'enseigne à des alternants. Le télétravail pendant le Covid, ça a été extrêmement difficile pour eux et de s'y retrouver. Déjà que les cours étaient tous à distance, il n'y avait pas de référent au niveau de l'université, il n'y avait pas de référent en entreprise ou lointain, extrêmement difficile pour la gestion derrière. C'est vraiment ces points-là. Et sur les stagiaires, dans le télétravail habituel, il n'y a rien qui l'interdit, mais il n'y a rien qui l'autorise. Pendant le Covid, on a eu des dispositions particulières qui ont permis d'étendre le télétravail aux stagiaires aussi. Alors, toujours avec cette bémol du tuteur, hein, c'est la même chose, de limiter là-dessus. Donc, voilà. Très bien, merci, c'est très clair, maître. Et comment mettre en place du coup le télétravail dans nos entreprises? Existe-t-il des différences entre un accord d'entreprise sur le télétravail et une charte d'entreprise? Quels sont les avantages et les inconvénients entre ces deux possibilités? Alors là, je vais vraiment parler spécifiquement du télétravail dans le droit privé, hein. Je vais essayer de différencier, c'est comme il y a eu la question de la fonction publique avant. Fonction publique, c'est des règles spécifiques pour la mise en place. Pour la mise en place en droit privé, donc quand c'est habituel, donc c'est du travail, quelque chose qui est hors pandémie, Covid, pollution et compagnie, ce qu'on est en train de connaître, on a 3 manières de le mettre en place. 3 manières qui ont été bien définies depuis 2017. Donc, il faut faire attention, il y a un ordre. Le premier critère, la première possibilité, c'est de mettre en place un accord collectif. Ça, c'est possible donc avec le CSE. Donc, il y a une discussion qui s'ouvre et on met en place un accord collectif. Si on n'arrive pas à un accord collectif et uniquement si on n'y arrive pas, on peut mettre en place une charte qui va être élaborée par l'employeur après avis du CSE. Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Et on a un troisième cas possible qui, alors, n'est pas à défaut des deux autres, hein, c'est une autre possibilité qui est ouverte, c'est un accord simple entre un employeur et son salarié, individuel, donc c'est pas quelque chose de général, qui va mettre en place le télétravail entre eux, et par tout moyen. Alors, tout moyen, forcément écrit, mais un mail, par exemple, pourrait suffire à faire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas obligé d'avoir un accord aujourd'hui d'entreprise pour mettre en place le télétravail, contrairement à ce qui était avant 2017, qui nous obligeait à avoir des accords en interne ou des accords de branche. Alors, vous me parliez de l'accord, donc l'accord collectif et la charte. La grosse différence, c'est que l'accord collectif, on va être sur une négociation collective. Donc, on va forcément avoir le CSE, les employeurs. Et ça va être une discussion et on va trouver ensemble un accord qui conviendra aux deux. Sur la charte, on va être sur un projet qui est un acte qui est rédigé par l'employeur, qui est soumis à avis du CSE, mais ça s'arrête à un avis uniquement. Donc, finalement, l'employeur va pouvoir prendre des décisions sans forcément que le CSE soit d'accord sur tout. Donc, l'avantage, tout dépend, les avantages et inconvénients, tout dépend de quel côté on se place, bien évidemment, si on se place CSE ou si on se place employeur.
Le principal inconvénient que je verrai au niveau de la charte, c'est qu'il n'y a pas de publication officielle, c'est un simple affichage. Et de ce fait-là, tout le monde ne verra pas forcément, alors que la publication maintenant de l'accord permet à tout le monde d'y avoir accès. Alors, je vais mettre entre avantages et inconvénients, hein, ça va dépendre si vous êtes CSE ou employeur. La charte, c'est juste un avis du CSE, il n'y a pas de négociation. Donc, ce qui veut dire que forcément, si l'employeur souhaite par la suite le modifier la charte, il va pouvoir le faire de la même manière. Il va proposer une modification après avis du CSE, bien évidemment. Mais ça reste à ce niveau-là. Sur l'accord d'entreprise, vous avez donc, s'il y a une modification, il y aura forcément une nouvelle négociation qui va s'ouvrir. Donc, ça veut dire un accord aussi. Et surtout, il y a un point qui est essentiel, c'est que le télétravail, s'il est mis en place par accord, va forcément faire partie des consultations périodiques du CSE. Parce que ça touche aux conditions de travail, à la politique sociale, etc. Mais en termes de valeur juridique, c'est exactement le même niveau. Il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre. Donc voilà, c'est au choix. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est spécifique en fonction. Oui, c'était très clair, merci. Alors, une autre question qui nous a été posée, existe-t-il des sanctions si l'employeur impose une charte de télétravail sans avoir consulté au préalable les délégués syndicaux ou le CSE? Alors là, il va falloir faire une différenciation, chose que je n'ai pas faite avant. Quand je vous expliquais tout à l'heure la mise en place, c'était valable uniquement pour le télétravail habituel. Il faut à chaque fois qu'on différencie le télétravail classique du télétravail pandémie et situation exceptionnelle. Dans le cas d'une situation exceptionnelle, on l'a vu pendant la première période de confinement, la mise en place du télétravail s'est fait sans aucune consultation préalable du CSE. Et ça, c'était prévu par la loi. La seule condition, en revanche, c'était que l'employeur avait l'obligation d'informer dès la mise en place de cet accord, du télétravail, le CSE, et de le consulter par la suite sans délai, prendre le temps de le faire. C'était pour gérer une urgence. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les circonstances exceptionnelles. Donc, il n'y aura pas de sanction à part entière s'il le consulte plus tard, on va dire. En revanche, s'il n'est pas consulté ou pas informé, que ce soit dans l'exceptionnel ou l'habituel, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer qu'il y a un préjudice qui a été subi du fait du télétravail. Alors, ça peut être sur les conditions qui ont été mises en place, bien évidemment. Et on va pouvoir se retourner devant le juge des référés pour demander éventuellement une suspension des mesures qui ont été prises, parce que ça ne correspond pas. En tout cas, ça n'a pas été adapté. Et on pourrait éventuellement aller sur un délit d'entrave, vraiment. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune jurisprudence là-dessus, parce que là, on a plus de 700 accords en télétravail aujourd'hui. Ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. On a une particularité actuelle avec les situations exceptionnelles. Et je ne suis pas sûre que même si le CSE n'avait pas été consulté dans les circonstances actuelles, un juge suspendrait la mise en place du télétravail. C'est très spécifique au contexte. Oui, tout à fait. C'est lié à la crise sanitaire actuelle qui fait que les réunions ne peuvent pas avoir lieu normalement. Exactement. Alors, une autre question qui est très fréquemment posée, c'est sur l'avenant du contrat de travail pour les salariés qui seraient éligibles au télétravail. Est-ce qu'il est obligatoire? Et là encore, quels sont les avantages et les inconvénients à mettre en place un avenant de contrat de travail sur le télétravail? Alors, l'avenant pour un avenant qui prévoit le télétravail entre un employeur et un salarié n'est plus une obligation légale depuis 2017. Avant, c'était une obligation. Aujourd'hui, on n'a plus du tout l'obligation. Comme je vous l'ai dit, il y a les accords où il y a un accord individuel entre salarié et employeur par tout moyen. Donc, tout moyen, comme je vous l'ai dit, ça peut être un mail, hein, ça suffit. Même un SMS, si on poussait un petit peu loin la discussion, mais en soi, rien ne l'interdit. L'inconvénient de ne pas mettre en place un avenant, c'est qu'on ne connaît pas forcément les conditions. S'il n'y a pas eu d'accord ou de charte qui a été mis en place, on ne connaît pas les conditions. Donc, par exemple, on ne sait pas si on peut se faire rembourser notre consommation d'électricité, si on va avoir une indemnité, si nos tickets restaurants sont pris en charge. Enfin, on n'a pas d'information de comment ça va fonctionner et aussi au niveau du temps de travail et du contrôle du temps de travail. Donc, c'est important de prévoir un avenant pour expliquer, pour qu'il y ait vraiment une information et qu'en même temps, on s'oblige à se poser sur les questions.
Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne s'est pas posé les questions véritablement sur comment on va s'organiser et aussi pour que le salarié soit bien informé qu'il s'agit de quelque chose sur lequel on peut revenir en arrière et revenir ensuite en présentiel si vraiment ça ne correspond pas. Alors là, je parle toujours dans le télétravail habituel. En circonstances exceptionnelles, il n'y a pas d'avenant. C'est une décision qui est prise spécifiquement. Donc, il n'y a aucun avenant, il n'y a rien du tout, c'est mis en place automatiquement. Très bien, merci. Un employeur peut-il refuser le télétravail? Si oui, comment? Et quelles sont les dispositions spécifiques à la crise sanitaire que nous traversons sur le télétravail? Vous en avez évoqué quelques parties. Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu plus? Alors, la première question, excusez-moi, c'était est-ce que un employeur peut Un refuser, c'est employeur ça? peut-il refuser? Oui, tout à fait. De mettre en place. Alors, oui, aujourd'hui, un employeur peut refaire. Il a toujours pu refuser, hein, c'est un choix. Mais la différence avec avant, donc, je ne parle pas du nouvel accord qui a été pris en place, mais depuis 2017, il faut que l'employeur motive son refus, ce qui n'était pas une obligation avant. Donc, c'était totalement discrétionnaire. Et ce qui change aussi, c'est que on doit pouvoir mettre en œuvre, en tout cas expliquer, l'employeur doit être en mesure d'expliquer pourquoi on a pris cette personne et on n'a pas pris cette personne selon des critères qui sont objectifs, qui peuvent être l'ancienneté, par exemple, ou le poste, ou même la personne en elle-même qui n'est pas assez autonome. Mais en tout cas, c'est des critères qui doivent être objectifs et être justifiés derrière. Donc oui, il peut le refuser, mais avec une motivation. Ça, c'est le premier critère. Et vous m'avez demandé, excusez-moi, j'ai oublié la deuxième question. Quelles sont les obligations spécifiques liées à la crise sanitaire que nous traversons quant à l'application du télétravail? Par rapport au refus, est-ce que l'employeur peut refuser de mettre en place le télétravail? Oui, oui, oui. Alors, on a eu deux périodes. La première période de confinement, le télétravail était imposé par le gouvernement. Donc, l'employeur avait l'obligation de mettre en place le télétravail, bien évidemment pour les postes qui étaient éligibles au télétravail. On est bien d'accord. Vous pouvez pas, si vous ne rentriez pas dans les conditions, il n'y avait pas de difficulté. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on est dans une autre situation. La deuxième période de confinement et maintenant de déconfinement, dirons-nous, on n'a pas eu d'obligation de la part du gouvernement de mettre en place le télétravail dans les entreprises. On nous a demandé gentiment de le mettre en place, mais on ne nous a pas obligé. Il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Donc aujourd'hui, un employeur n'a pas l'obligation de le mettre en œuvre. Ça lui est conseillé et vivement conseillé. Quelle va être la conséquence derrière si l'employeur ne le fait pas aujourd'hui? Ça va être les risques encourus par ses salariés. C'est la question qui va se poser, c'est de se dire, si il ne l'a pas mis en place alors que la plupart des salariés étaient éligibles et qu'il y a eu un gros taux de contamination du fait des transports en commun ou autres, ou de réunions, là, on va se poser la question de la responsabilité de l'employeur et c'est une question qui reste un peu en suspens aujourd'hui parce qu'on n'a pas de recul. On n'a aucun recul par rapport à notre situation actuelle. Oui, il n'y a pas de jurisprudence qui Non, et c'est font loi, difficile parce entre que guillemets. c'est très difficile de dire aujourd'hui, voilà, j'ai attrapé le Covid et j'ai été malade, ou voire plus, hein, je ne le souhaite pas, mais parce que je suis allée au travail, ou alors est-ce que c'est parce que j'ai vu ma famille le week-end? Enfin, c'est impossible de déterminer quels sont les Tout à critères. fait. Et donc, on va avoir des commissions qui vont exister au niveau de la sécurité sociale qui vont pouvoir définir si oui ou non il y a un lien. Mais c'est totalement arbitraire, on n'a aucune idée de comment ça va être mis en place, quels vont être les critères, extrêmement compliqué. Donc le risque est, à mon avis, au niveau de l'obligation de sécurité de l'employeur. Et même si le télétravail n'avait pas de bonne presse en France par rapport à la charge de travail et le fait qu'on soit plutôt en oisiveté quand on est en télétravail, c'est une question de mentalité. Voilà. Il faut vraiment faire changer les choses parce que je pense que les gens travaillent plus en télétravail aujourd'hui que quand ils étaient en poste. En tout cas, de ce que j'en ai autour de moi et de ce que je vois. Oui, alors pour faire un témoignage personnel, je confirme ce que vous dites. Alors une question qui est un petit peu l'opposé de la dernière et qui va nous permettre de faire la transition un petit peu sur les grands principes du télétravail. Est-ce qu'un employeur peut imposer le télétravail? Dans quel cadre? Est-ce qu'un salarié peut également imposer le télétravail et si oui, dans quel cadre également?
Alors, par principe, le télétravail est quelque chose de volontaire. D'accord. Alors, je parle du télétravail habituel, hein. On n'est pas dans les circonstances exceptionnelles. Donc, de ce fait-là, comme c'est quelque chose qui est volontaire, et en effet, on va rejoindre les grands principes derrière, on ne peut pas imposer. C'est-à-dire que chacun doit donner son avis là-dessus. Comme je vous l'ai dit, l'employeur peut très bien refuser, bien évidemment en motivant son refus. S'il ne motive pas pour des bonnes raisons, en effet, c'est attaquable. Un salarié peut très bien refuser si un employeur lui propose de télétravail en période habituelle. Ce n'est pas une obligation non plus. Ça, c'est l'habituel. Aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des circonstances exceptionnelles. Pareil, le télétravail, on doit le mettre en parallèle avec quelque chose d'important qui est la sécurité de chacun, la santé de chacun. Et donc, un salarié qui ne suivrait pas les dispositions qui ont été mises en place par le télétravail pourrait se voir avoir une sanction parce qu'il ne respecte pas les obligations de l'employeur et ce qui a été mis en place là-dessus. Un salarié qui refuserait d'être en télétravail, un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pas obligatoire. De toute façon, il n'a pas l'obligation de le faire. Ça rejoint la question d'avant. Oui, tout à fait. Et alors, pouvez-vous nous expliquer quels sont les grands bons principes du télétravail? J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux, le volontariat dont vous venez de parler et la réversibilité. Pouvez-vous nous J'ai un peu donner des évoqué tout à détails l'heure. là-dessus? Oui. Je vous ai déjà un peu évoqué ces deux points. Le volontariat, donc comme je vous l'ai dit, c'est le télétravail, c'est un choix, que ce soit de la part de l'employeur ou du salarié. Il y en a un qui a l'initiative, bien évidemment. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, c'est applicable uniquement dans le droit privé, donc hors fonction publique. Ce qui veut dire que automatiquement, il faut l'accord des deux parties. C'est pour ça qu'un accord écrit est quand même mieux, parce qu'on on s'assure que tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'on faisait un avenant avant, ce qui nous permettait de justifier cet accord. La réversibilité, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez revenir en arrière et vous dire non, finalement, le télétravail, ça ne me convient pas. Ou alors, l'employeur peut se dire bah, finalement, on a testé, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas adapté, ça ne vous correspond pas, ou alors on ne sait pas faire. Ça peut arriver aussi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il y a une réversibilité à tout moment qui peut être demandée par l'employeur ou par le salarié pour des raisons diverses et variées. Il n'y a pas besoin de le justifier à part entière. C'est pour ça qu'en général, on préconise une période d'adaptation quand on prévoit des avenants. Moi, je sais que je fais ça parce qu'on ne sait jamais. C'est quand même pas simple. Là, on le vit tous, donc on voit un petit peu comment se passe le télétravail. Mais c'est quand même une autre manière de travailler. Le lien social, enfin, c'est quand même compliqué. Donc, tout le monde n'est pas à même de le faire. Oui, non, tout à fait. Et du coup, la période de test doit-elle être mentionnée dans l'avenant? C'est préférable, Alors, non? si vous avez une période, si vous voulez prévoir une période de D'adaptation, test, pardon. d'adaptation, voilà, il faut absolument que ça soit écrit. Que Oui, ça soit dans un contrat, un mail, ce que vous voulez, mais il faut que dans ça soit l'accord. écrit. Dans l'accord aussi, on peut le prévoir, mais il faut que ça soit écrit. C'est comme une période d'essai. Si vous ne le prévoyez pas, ben, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. C'est exactement le même principe. Très bien, c'est très clair, merci. Alors, qui dit télétravail dit également contrôle à distance de l'activité des salariés. C'est une question qui se pose également beaucoup. Que peut légalement mettre en place un employeur pour contrôler l'activité de ses salariés à distance? Alors, c'est une question qui est récurrente et qui n'est pas liée au télétravail, parce que c'est le contrôle de manière générale du travail de son salarié. Donc, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, première chose, quand on met en place des méthodes de contrôle, des moyens de contrôle, le salarié doit être informé des techniques d'évaluation et des méthodes qui ont été mises en place. Ça, c'est une obligation légale. Ça, vous le savez déjà, avec les GPS, les vidéosurveillance et compagnie, c'est exactement le même système. Deuxième chose, le CSE doit être informé et consulté parce que ça fait partie de la gestion de marge générale de l'entreprise et donc il doit forcément être informé de ces points-là. Donc, une fois ces deux points évoqués, dans le cadre du télétravail, c'est tout à fait possible par l'employeur de mettre en place des moyens de contrôle sur le temps de travail, mais aussi sur le travail accompli. Il y a ces deux notions qui peuvent être mises en place. Attention, respect de la vie privée et des correspondances. Hein. C'est le corollaire qui va avec, donc il faut faire attention et il faut trouver un juste milieu et un équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un contrôle excessif. Si vous appelez votre salarié toutes les 10 minutes pour vérifier s'il travaille,
c'est du harcèlement. Enfin, on est Oui. clair et net. Et on ne peut pas faire ça. C'est pareil si vous lui demandez de brancher sa webcam toute la journée. C'est excessif. Il faut toujours réfléchir au quel est mon but et est-ce que et les moyens que je mets en place pour aller à mon but, est-ce qu'ils sont proportionnés? Mm. Si c'est juste de contrôler pour vérifier que oui, la personne l'après-midi, elle ne part pas faire la sieste pendant 3 heures, ok, vous pouvez lui demander de temps en temps de se connecter. Donc, tous les moyens sont possibles. Ce qui a été mis en place souvent, c'était un mail en début de journée, en fin de journée, au temps de pause pour vérifier, ou alors des auto-déclarations de la part des salariés. Bon, après, c'est une question de confiance. Et je reviens là sur le télétravail, c'est une mentalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, sur 10 salariés qui sont en télétravail, et vous allez peut-être vous dire, il y a peut-être un qui va ou deux qui vont moins travailler, mais ce n'est pas la majorité. Mm. Donc, il faut peut-être faire un peu plus confiance aux gens et arriver à responsabiliser chacun aussi par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Des choses sont totalement interdites, ont été interdites, c'est les keyloggers, qui sont en fait des moyens de contrôle. Donc, c'est-à-dire que quand vous tapez enfin, toutes les actions que vous faites sur l'ordinateur sont enregistrées et sont envoyées à l'employeur. Donc, dès que vous tapez une lettre, dès que vous touchez la souris ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui permettait, et ça a été mis en place, hein, il y a eu des contrôles qui ont été faits il y a quelques temps et qui permettaient de contrôler le temps passé finalement sur l'ordinateur. Déjà, on a le droit de se lever, on a le droit de vivre, on a le droit de boire un verre d'eau, on a le droit d'aller aux toilettes, on a le droit de vivre. Ça a été interdit par la CNIL, hein, c'est strictement illicite. Oui. Donc ça, à proscrire totalement. Mais voilà, vraiment, j'insiste sur ce contrôle à distance. Peut-être responsabiliser, enfin voilà, chacun a son rôle, responsabiliser chacune des personnes, que ce soit les salariés, les managers, et aussi à l'employeur de faire peut-être un peu plus confiance. Mais là, il y a Mm. des études qui sortent là-dessus, hein. Il y a une évolution. Vous allez dans d'autres pays, le télétravail, c'est normal. Enfin, c'est la normalité. Ce qui n'est pas le cas Oui, chez nous. tout à fait. C'est vraiment une question de confiance et la représentante du personnel que je suis ne peut qu'en témoigner. Et pour le coup, remercier le Covid qui a accéléré grandement les choses dans cette prise de conscience de la part de beaucoup d'employeurs qui avaient du mal à accorder de leur confiance aux salariés en se disant ils sont loin de l'entreprise, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Et là, le Covid nous a obligés à travailler en dehors de l'entreprise. On a pu prouver à nos employeurs qu'on savait travailler en dehors des locaux et ça fait avancer les choses et c'est une très bonne chose à mon sens. Alors, une autre question qui se pose, toujours sur les grands principes du télétravail, c'est la problématique de l'accident du travail à domicile. Je fais du télétravail, je suis chez moi, je tombe en me rendant dans ma cuisine pour aller chercher un verre d'eau. Est-ce considéré comme un accident du travail ou pas? Alors, ça, c'est une nouveauté de 2017 parce qu'avant, c'était un vide juridique total et on avait des grosses difficultés là-dessus. Donc maintenant, c'est considéré comme une présomption d'accident du travail. Donc, quand on dit présomption, ça veut dire l'employeur a toujours la possibilité d'amener la preuve contraire, qu'il n'y avait aucun lien entre le travail et l'accident, mais on présume. Par principe, on présume tant qu'il n'y a pas de preuve inverse. Ce qui veut dire que du coup, c'est reconnu comme un accident du travail si c'est déclaré dans les délais, enfin, tout est OK là-dessus et que l'employeur ne le conteste pas. C'est pareil aussi pour les trajets qui vont être faits, l'accident de trajet, vous savez, entre le domicile et le lieu de travail quand vous retournez pour faire des réunions, par exemple. C'est pareil, il y a une présomption quand vous êtes en télétravail. Donc maintenant, il n'y a plus cette difficulté. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelques questions sur les modalités pratiques. Alors, une question qui revient très, très, très fréquemment, c'est celle des tickets restaurants. Est-ce qu'un salarié en télétravail doit percevoir ces tickets restaurants? Et une autre question qui est corrélée, c'est quid des salariés qui n'ont pas de titre restaurant mais qui bénéficient d'un restaurant d'entreprise? Sont-ils éligibles à une forme de prime de panier repas ou pas? Alors, sur les tickets restaurants, déjà, première chose, comme il doit y avoir une égalité de traitement entre les salariés en présentiel et les salariés en télétravail, ça ne pose aucune difficulté. Enfin, voilà, c'est maintenu.
Point. Ça a été décidé. Là, il y a une réponse ministérielle là-dessus. Il y a aucune difficulté aujourd'hui. C'est une égalité de traitement. La question s'est posée pendant la période de Covid aussi, parce que si tous vos salariés sont en télétravail, pourquoi on ne le supprimerait pas? Il a été décidé que non, ça devait être maintenu. Ça faisait partie, c'est un peu comme le pass Navigo, hein, c'est le même problème qui se pose en ce moment. Ça a été décidé que ça devait être maintenu, qu'il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Alors, en revanche, pour les restaurants d'entreprise, on n'a absolument aucune information là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a pas de décision et on n'a pas une réponse ministérielle. Enfin, c'est une très bonne question, hein. On n'a parlé que des tickets restaurants, qui est un avantage, mais le repas, il n'y a pas de prime qui remplace le restaurant d'entreprise, à moins que l'employeur le fasse de lui-même, hein. Ça pose pas de difficulté. Mais quid à la fin du confinement, du télétravail, qu'est-ce qui se passera de cette prime? Ça, c'est un autre sujet. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est une sorte de discrimination, en effet. Est-ce que ça pourrait susciter des actions derrière? Je n'en sais strictement rien pour l'instant. Oui, et donc encore moins quelles issues recevront ces initiatives en justice. Je pense pas. Je suis pas sûre que ça aboutisse parce que c'est un avantage qui est lié à la présence sur le lieu de travail. Mais peut-être que ça permettrait de repenser la politique de tickets restaurants et de restaurants d'entreprise au sein des entreprises suite à cette période, peut-être. Je ne sais pas. Affaire à suivre donc. Alors, d'autres questions sur les frais liés au télétravail. L'employeur est-il tenu de participer à ces frais, par exemple l'abonnement Internet, des excès au niveau du coût de l'assurance parce qu'on déclare qu'on fait du télétravail, les frais d'électricité, de chauffage. Y a-t-il également obligatoirement une participation de l'employeur à l'achat de mobilier pour le télétravail, donc un bureau par exemple? Et existe-t-il des barèmes sur tous ces sujets? Alors, je vais essayer de répondre de manière générale à toutes ces questions. Je vais distinguer 4 choses différentes. Déjà, vous avez tous les frais qui sont liés à des consommables, comme vous l'avez dit, électricité, Internet. Vous avez le mobilier, à proprement dit, et donc j'entends par mobilier aussi ordinateur, etc. Est-ce que c'est pris en charge ou pas? Il y a l'assurance, qui est une vraie question. Et vous avez aussi une indemnité qui est liée à l'occupation de votre domicile. C'est parce que vous êtes chez vous et vous l'utilisez à des fins professionnelles. Donc, on a vraiment 4 thèmes qui ont déjà été vus et revus. Sur les consommables, maintenant, avant, c'était défini par le Code du travail. Vous aviez une liste de ce qui devait être pris en charge par l'employeur. Ça a été supprimé en 2017 parce qu'on a considéré que c'était obsolète et que c'était pas assez général. Donc, finalement, le principe, on revient sur quelque chose de simple, hein, c'est un principe général. L'employeur a l'obligation de prendre en charge tous les coûts liés à l'exécution du contrat de travail. Enfin, ça, c'est pas spécifique au télétravail, c'est habituel. Donc, il y a 3 choses. Du coup, ça veut dire que l'employeur doit participer financièrement à la prise en charge des frais de consommables. Il y a 3 manières d'y participer. Soit c'est un remboursement salarié au réel, soit c'est directement pris en charge par l'employeur, donc il paye directement les charges, ce qui pose la problématique de vie privée, vie professionnelle, hein, parce que l'électricité, elle ne sert pas qu'à votre vie professionnelle. Donc, normalement, on essaye de faire une quote-part. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre en place une indemnité forfaitaire avec une exonération possible sur une part des charges patronales. Si vous respectez, alors c'est 10 € par mois pour une personne, pour une journée de télétravail par semaine, pour vous donner une idée. Après, vous multipliez en fonction du nombre de jours par semaine de télétravail. En général, on fait une indemnité forfaitaire, c'est beaucoup plus simple à gérer derrière que de récupérer les factures, de les rembourser, de faire des calculs. Enfin, c'est extrêmement lourd derrière. Ça, c'est sur le consommable. Sur le mobilier, c'est une liberté totale, hein. Il n'y a aucune obligation de la part de l'employeur, sauf celle que je vous ai énoncée au départ, qui était l'employeur doit mettre à disposition le matériel nécessaire pour exécuter son travail. Ça s'arrête là. On n'a pas d'autres obligations par rapport à ça. Donc, en soi, on pourrait, si on voulait aller jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait dire à l'employeur, ben voilà, j'ai pas de bureau, c'est à vous de l'acheter. Mais rien ne l'oblige. Je peux vous dire, vous travaillez sur votre table de salle à manger.
si je pousse dans les extrêmes. Sur l'assurance, alors l'assurance, il y a une obligation d'assurance de la part du salarié qui travaille au sein de son domicile. Donc, il faut demander une extension de son assurance habitation. Ça, c'est une obligation et c'est prévu dans les accords. C'est un des critères qui doit être prévu dans les accords, notamment. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un surcoût? Souvent, il n'y a pas de surcoût. Mais s'il y a un surcoût, qui le prend en charge? Ça, c'est à vous de le gérer en négociation collective. Parce qu'il n'y a rien non plus. C'est un accord. Et s'il n'y en a pas, à défaut, voilà, si vous ne demandez rien, on ne vous le remboursera pas. Et alors, l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles. Alors, il y a deux possibilités. Si vous avez, en fait, si vous n'avez pas de bureau à disposition dans l'entreprise, forcément, il y a une indemnité. Si vous avez un bureau qui est mis à disposition du télétravailleur et donc qui peut aller se présenter là-bas, il n'y a pas d'indemnité d'occupation. C'est comme ça que c'est défini. Période Covid, la question se pose parce que c'est l'État qui nous a obligés à être en télétravail. C'est pas l'employeur. C'est pas une demande de l'employeur. Et l'employeur ne vous a pas, il nous a pas retiré le fait de ne plus avoir accès à votre bureau. C'est l'État qui l'a fait. Donc, la question se pose de cette indemnité. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est une période particulière et vu le contexte, on la maintient. Voilà, c'est comme ça pour ceux qui étaient déjà en télétravail. Pour ceux qui sont arrivés après, je n'en sais strictement rien. C'est vraiment pareil, bonne entente et discussion à avoir là-dessus. Est-ce qu'il existe un barème? Oui. Alors, je pense qu'on vous l'enverra. Il y a un barème URSSAF, il est là, il est sorti, qui peut servir de référence pour calculer la valeur réelle, notamment sur l'indemnité d'occupation des lieux, comment vous faites. Mais il n'y a aucune obligation de suivre ce barème. C'est une proposition. Après, vous êtes libre de négocier ce que vous voulez. Rien n'est prévu par la loi. Oui, normalement, Jury Travail devrait bénéficier d'un accord télétravail demain, puisque je devrais le signer demain. Effectivement, on s'est basé sur le barème URSSAF pour les participations aux frais. Et je crois qu'il y a également aussi un élément URSSAF au niveau de la participation à l'achat de matériel. Nous, ce que nous avions retenu, c'était 300 € maximum à concurrence de 50% de la facture. Et j'avais également négocié l'aspect renouvelable tous les 3 ans, puisqu'on peut considérer qu'un mobilier, que ce soit qu'il s'agisse d'un siège de bureau ou un bureau, peut s'user et être amené à être remplacé. Donc là, en tout cas, les possibilités sont ouvertes et que ce soit côté employeur ou délégués syndicaux ou membres de CSE, les négociations sont ouvertes. Donc, pour conclure sur ces sujets, quels sont les points importants des négociations dans le cadre de la mise en place d'un accord de télétravail ou d'une charte de télétravail? Sur quel point se focaliser vraiment? Alors, déjà, il y a des points qui sont rendus obligatoires par la loi. Donc, vous avez l'obligation de les mettre en place. Je les évoque très rapidement. Déjà, vous avez les conditions de passage au télétravail. Et notamment, il y a un point qui a été évoqué et renforcé, c'est tout ce qui est en cas d'épisode de pollution. Il faut préciser des cas particuliers. Donc ça, c'est depuis 2018. Vous avez les conditions de retour à l'exécution du contrat de travail classique. Donc, vous revenez en présentiel. Les modalités d'acceptation par le salarié. Les modalités de contrôle du temps et du travail ou de la régulation de la charge de travail, ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. La détermination des plages horaires dans lesquelles le salarié peut être contacté habituellement par son employeur. Ça, c'est lié à sa vie privée. Et les modalités d'accès pour les travailleurs handicapés. Tous ces points doivent obligatoirement être vus dans l'accord ou la charte. S'il n'y a pas d'accord ou de charte et que vous signez juste un accord, ou en tout cas, vous ne voulez pas forcément avoir d'éléments, et même dans les accords, pour moi, les points essentiels, c'est tout ce qui est prise en charge des coûts. Plus ça sera clair, donc ce qu'on vient d'évoquer, plus vous aurez défini soit prise en charge, soit pas de prise en charge, mais en tout cas, il faut le définir et comment, dans quelles conditions. L'assurance, définir aussi comment vous faites par rapport à l'assurance. Et là, moi, j'ai une grosse difficulté, c'est que il y a une obligation de vérifier la conformité du système électrique du télétravailleur. Et ça, c'est un gros problème parce que il est prévu 3 possibilités. Soit c'est un expert, soit c'est un électricien qui vient
à la demande de l'employeur et pris en charge par l'employeur, soit le salarié peut faire une déclaration sur l'honneur comme quoi son système électrique est conforme. Alors moi, ça me pose véritablement un problème parce que je ne vois pas comment un salarié peut faire une déclaration sur l'honneur comme quoi il est en conformité. Ça n'a aucun sens et je ne sais même pas quelle est la valeur juridique. Mais c'est ce qui est prévu par la loi. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel à évoquer et à définir parce que s'il y a un incendie ou quoi que ce soit, on a un vrai problème. Pour l'instant, il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de cas, mais c'est embêtant. Autre point qui me semble essentiel aussi, c'est les critères d'acceptation du télétravail, enfin, comment on met en place qui a accès au télétravail et quels sont les motifs de refus de l'employeur, sur quoi il peut se baser pour motiver son refus. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Par exemple, sur l'ancienneté, vous considérez quelqu'un peut être en télétravail à partir d'un an. Parce que, en effet, c'est compliqué d'arriver et d'être en télétravail immédiatement. On est bien d'accord. Ou pour les CDD, un refus pour les CDD. Enfin, bon, il y a plein de critères qui peuvent être mis en place. Il y a aussi un autre point, c'est les modalités de contrôle du temps et de la charge de travail. C'est pareil, c'est pas tout et n'importe quand. Hein. C'est le droit à la déconnexion, on l'a vu, hein, c'est lié. Ça fait des années qu'on en parle. Il faut y faire attention. Et comme je vous l'ai dit, prévoir une phase expérimentale, une période de test, on va dire, et possibilité de revenir en arrière assez facilement là-dessus. Ça me semble les points essentiels si on devait voir ça dans les temps. Voilà. Très bien. Alors, on va aborder la dernière partie de notre webconférence et on va essayer de se dépêcher un petit peu sur l'accord national interprofessionnel. Qu'apporte-t-il en plus par rapport à ce qui était déjà mis en place avant? Remet-il en cause des accords sur le télétravail déjà existants? Et un accord d'entreprise peut-il déroger aux dispositions de cet accord en vertu de la nouvelle hiérarchisation des normes? Alors, les accords. Donc, c'est un accord qui a été signé le 26 novembre 2011, donc qui est applicable depuis ce jour-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'apports. C'est lié en fait à une étude qui a été faite sur le télétravail qui a été rendue en septembre, où les syndicats patronaux et salariaux se sont réunis pour discuter un petit peu des modalités suite au Covid. Hein. C'est vraiment lié par rapport à ça. Alors, il y a deux grosses, on va dire qu'il y a des points qui ont été un peu mis en avant. Notamment, on a vraiment insisté dans cet accord pour que le télétravail relève du dialogue social. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui est mis en avant là-dessus. On a aussi beaucoup insisté sur l'équilibre télétravail et travail sur le site. Donc ça, c'est des points aussi sur lesquels ça a été insisté, mais il n'y a pas d'obligation. On va dire que c'est plutôt des grands principes qui sont évoqués. Il y a aussi, ils ont beaucoup insisté sur le rôle du management. Et ils ont dit qu'il fallait absolument former les managers au télétravail, que c'était essentiel. Et ça, c'est très long, hein. C'est assez long sur cette partie-là. On a un rappel aussi des listes du droit et des devoirs du télétravailleur, ce qu'on n'avait pas avant. Enfin, en tout cas, c'était pas aussi clairement défini là-dessus. Et il y a un point aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils ont proposé, hein, c'est pas une obligation, de mettre en place un local syndical numérique. Ça m'intéresse. Voilà, j'ai trouvé avec un affichage syndical, enfin, affichage numérique aussi, parce que quand vous êtes en télétravail, en effet, c'est compliqué. Donc, c'est des propositions. Hein. Attention, tout ça ne sont que des propositions. Alors, en soi, ça ne remet pas en cause tout ce qui avait été fait en 2005, en 2012, en 2017. Enfin, ça ne remet pas en cause. C'est juste, on insiste encore un peu plus sur les points. On est revenu dessus, on a redéfini. Et là, en termes d'obligation, je dirais que ça ne nous oblige pas à grand-chose. Enfin, si vous avez signé des accords de télétravail il y a un an ou 6 mois, ça ne remet pas en cause tout ce que vous avez fait. Clairement, non. Voilà. C'est pas la peine. Par contre, il me semble que la formation des managers, notamment, me paraît évidente. Mais bon, c'était intéressant de voir là-dessus. Est-ce que cet accord remet en cause la ENID 2005? Non. La ENID 2005 est toujours applicable. La ENID 2005 est beaucoup plus précis. Notamment, vous avez toute la partie sur les frais qui est détaillée, la réversibilité, la volontariat, etc., qui est beaucoup plus détaillée. Là, on est sur quelque chose, moi, je dirais plus que cet accord est plus axé sur les risques psychosociaux. Enfin, voilà. Et dialogue social, les risques psychosociaux suite au Covid, vraiment. Et ce qui va en découler derrière. Et vous m'aviez posé une autre question, il me semble, mais vous l'aviez peut-être pas encore évoquée. J'ai peut-être été trop vite.
Non, mais allez-y, je vous laisse la main. Et voilà, sur l'effectivité de ce document, il faut Oui. savoir que quasiment comment, tous les syndicats ont signé sauf un. Et donc, Mm, est-ce que ça s'applique à tous? Alors, le principe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes adhérent, enfin que l'employeur est adhérent d'un des syndicats qui est signataire, et là pour le coup ils sont tous signataires, il va s'appliquer. Et côté syndicat professionnel, l'ANI s'appliquera à ceux qui seront signataires. C'est voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Peut-être qu'il changera d'avis après. On ne Oui, sait pas. et c'est pareil, effectivement, c'est une des questions qui est revenue côté employeur. Il y a des employeurs qui, au même titre qu'il y a des représentations de salariés qui sont non adhérents à des syndicats. Du coup, cet accord national interprofessionnel, ils ne sont pas forcément obligés d'en Non, tenir compte. exactement. C'est que vraiment ceux qui sont adhérents au syndicat qui doivent l'appliquer. Sinon, non. Après, vous pouvez vous en inspirer. Hein, c'est pas une obligation de l'appliquer. Ceci dit, comme je vous dis, il n'y a pas de choses contraignantes. Sauf peut-être une chose oui, que j'ai pas évoquée sur les circonstances exceptionnelles, parce que là, du coup, il y a eu quand même des apports là-dessus. Et on invite fortement les entreprises à définir les périmètres des activités des télétravailleurs, parce que ce qui était télétravaillable, en fait. Définir en amont pour éventuellement les prochaines pandémies, ce que je ne souhaite pas, et d'anticiper dans l'accord d'entreprise où les chartes, les circonstances exceptionnelles est plus définies. Mhm. C'est quelque chose qui est préconisé. Pareil, ça reste des préconisations. Dans ce document, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Il y a des propositions, il y a des discussions, mais ça s'arrête là. D'accord, très bien. Eh bien, j'espère qu'on aura éclairé la plupart de nos auditeurs sur toute cette mise en place du télétravail, sur ce qu'implique ce nouvel accord national interprofessionnel. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez vraiment obtenu une grosse partie des réponses à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Carrel. Alors malheureusement, je me suis battue toute une partie du webinaire pour essayer de vous afficher ces coordonnées sans succès car il y a un petit bug qui me précise qu'il n'y a aucun présentateur de ce webinaire et que du coup on ne peut absolument pas afficher un écran, ce qui est quand même particulièrement curieux. Mais nous vous renverrons les coordonnées de Maître Carrel avec la vidéo du replay de ce webinaire dès que la vidéo sera disponible. Et encore toutes nos excuses pour ce bug informatique. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos 2 groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn. Là aussi, je reposterai les coordonnées de Maître Carrel. Et merci encore à vous, Maître, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci à vous. C'était très intéressant. Et vos questions Oui, étaient très intéressantes. merci. Et c'est toujours un plaisir d'animer un webinaire avec vous. Je dois bien le Merci dire. aussi. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et d'excellentes fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de Jury Travail se joint vraiment à moi pour vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d'année possibles compte tenu des circonstances que nous traversons en ce moment. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.